Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal à la une de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin une délégation parlementaire somalienne. Toujours en nouvelle nationale, un stage préliminaire de formation des enseignants a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. En nouvelle internationale, l'Union africaine appelle à renforcer le partenariat public-privé. Bonjour à tous. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin une délégation parlementaire somalienne composée du président du Sénat somalien, Abdi Achir, et le président de l'Assemblée nationale de la Somalie, Mohamed Mursal Cheikh. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, les mesures pour faire face aux défis communs et travailler davantage pour lutter contre le terrorisme étaient abordées au cours de cette audience accordée au Parlement. Côté djiboutien, notons la présence du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, ainsi que l'ambassadeur de la République de Djibouti, donc auprès de la République fédérale de Somalie, Aden Hassan Aden, ont assisté à cette audience. Et suite au décès de Madame Lula, des messages de condoléances de feu Lula Mohamed Dileta, une illustre mère djiboutienne, une femme attachante et généreuse et accessible à tous, nous a quitté vendredi soir. Le Premier ministre Al-Hajj Abdelkader Kamel Mohamed adresse ses condoléances les plus attristées à la grande famille de la défunte. Par ailleurs, le ministre à la présidence est chargé des investissements, Ali Guelleh Aboubakar, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, partagent la douleur des proches et adressent leurs sincères condoléances à la grande famille de Lula Mohamed Dileta. Par ailleurs, l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Areita, et l'ingénieur Baragoita Saïd adressent aussi leurs condoléances à la famille de la défunte Lula Mohamed Dileta. Tous prient le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était dans les titres. Le MENFOP a mis en place une politique ambitieuse et a amorcé un projet transformateur concernant tous les paramètres tendant vers l'amélioration du système éducatif djiboutien. Cette rentrée 2019 est emblématique car c'est l'année de mise en œuvre des nouveaux curricula, des supports didactiques et pédagogiques de la première année. Il est à souligner que cette révision des enseignements fondamentaux a démarré il y a de cela 2 années et a mobilisé des centaines de pédagogues et techniciens du MENFOP avec l'appui d'une expertise internationale. Le lancement a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Se sont donc enchaînées une série de conférences plénières en direction tous les enseignants de première année et chefs d'établissement. Les présentations ont porté sur le cadre général circulaire, le processus global de révision des compétences de validation. Et dans son intervention, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a rappelé l'objectif commun de tous les acteurs de la communauté éducative, améliorer les performances des élèves. Il a instamment rappelé le rôle essentiel des enseignants, leur impact sur les élèves et le devenir de notre pays. Nous l'écoutons. Scolaire que nous allons entamer dans exactement une semaine sera marqué, donc, mesdames et messieurs, par la révision des curricula. Un grand chantier. Un chantier, bien sûr, de grande envergure et de longue haleine qui a mobilisé depuis 2 ans des centaines de nos personnels. Donc, pour l'information, ces révisions de curricula, contrairement à ce que certains d'entre vous peuvent penser ou d'autres personnes, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait, bien sûr, à la va-vite. Nous avons pris notre temps. Je pense que 2 ans de discussion, de débat, de chamaillage au niveau du CRIPEN, de discussions aboutit vraiment à ce premier. C'est un premier jet et vous verrez que c'est des manuels scolaires en étape, bien sûr, expérimentale, mais imprimés en couleur,
imprimé tel qu'un manuel scolaire. Donc vous pouvez imaginer le coût qu'est-ce que ça coûte cela. Vraiment, c'est des manuels vraiment de très bonne qualité. La révision des curricula de l'enseignement fondamental est aussi, bien sûr, un vaste chantier national aux enjeux déterminants pour la qualité de notre système éducatif, les performances de nos élèves et à terme pour le développement socio-économique de notre pays. Comme je le disais tout à l'heure, ces grands chantiers de réforme mobilisent un nombre très important de nos cadres et de nos enseignants qui y travaillent sans relâche depuis maintenant 2 ans. Aussi, je voudrais rendre hommage, je l'ai déjà fait, au comité technique chargé bien sûr de la révision des curricula, mais aussi à toutes les commissions pédagogiques et techniques dirigées par les inspecteurs, composés d'enseignantes, mais également le concepteur du CRIPEN. Oui, les concepteurs du CRIPEN, je pense qu'il faut également les applaudir s'il vous plaît, parce qu'ils ne sont jamais mis en valeur, mais c'est vraiment des éléments fondamentaux et importants. Et à l'issue de cette conférence, l'inspectrice de base, Nima Mohamed Moussa, s'est exprimée en ces termes. Eh bien, nous aurons cette réaction donc dans nos éditions de ce soir. Santé, cette fois, le ministère de la Santé a organisé durant une semaine une formation dédiée à la prise en charge thérapeutique des nouveau-nés au profit donc des sages-femmes, des infirmiers, des différentes structures de santé du pays. En effet, cette formation a été dispensée au personnel de santé de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur, impliquant donc dans cette prise en charge la santé de la mère et de l'enfant. À noter également que cette formation s'est donc déroulée avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Objectif de cette formation thérapeutique, donc des connaissances des personnels soignants afin de garantir une meilleure prise en charge des nouveau-nés dans les hôpitaux. Il convient de souligner que les modules axés sur la prise en charge de la santé maternelle représentent également une part importante dans cette session formative à l'endroit des personnels soignants qui s'inscrit dans le cadre de la politique sanitaire en faveur de la réduction de la morbidité et de la mortalité infanto-juvénile et maternelle. Et dans son intervention, Dr Timiro Aden Okiye nous explique les tenants et aboutissants de cette formation dédiée au personnel et sages-femmes donc de la santé de la mère et de l'enfant. Nous l'écoutons. Et dédiée aux différents personnels de santé qui interviennent dans la santé de la mère et de l'enfant dans les différentes structures de Djibouti, que ce soit à Djibouti-Ville, l'hôpital Cheko de Balbala, la maternité de Dar el Hanan, les différentes polycliniques, mais également les différentes structures sanitaires des différentes régions de l'intérieur. Alors, cette formation a pour objectif de renforcer les compétences de ce dit personnel, tant sur le plan théorique que le plan pratique, afin d'améliorer bien sûr la prise en charge du nouveau-né en salle de naissance, mais également de la mère, et pour éviter des décès évitables chez la mère, mais également chez le nouveau-né, dans le but bien sûr de réduire la mortalité infanto-juvénile et maternelle. Et dans notre dossier de ce 15h, nous parlerons bien évidemment de la flambée des prix de la viande. En effet, donc, la flambée des prix inquiète les consommateurs. Tout type de viande sont concernés. La raison de cette hausse des prix nous est expliquée par donc les vendeurs. Cette pénurie est due donc notamment à la pénurie de pâturage et la flambée des prix de la nourriture du bétail. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. Sare, 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 tunafanana sare, 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 baby minaweza. À Djibouti, l'augmentation du prix de la viande inquiète sérieusement les consommateurs. Tous les types de viandes sont concernés, bétail, moutons et chèvres qui sont consommés très souvent dans notre pays.
La raison de cette hausse des prix nous est expliquée par nombre de vendeurs qu'on a pu interviewer et c'est bien évidemment la pénurie des pâturages et la flambée des prix de la nourriture pour le bétail. Rappelons que la viande de chèvre est une ressource alimentaire non négligeable et elles ont une importance économique, surtout pour ce qui est de la consommation ménagère de viande, sans oublier son rôle socio-culturel, car la viande de chèvre constitue très souvent la pièce de résistance pendant les rites coutumiers ou lors des festins des mariages. Madame Kadra Moumine Doualé nous explique un peu les pourquoi de la hausse des prix de la viande dans notre pays. Avant, les kilos de la viande étaient 800 francs. Et aujourd'hui, nous le vendons à 1200 francs parce que les bétails chèvres se font rares ces derniers temps. Et les peu qu'on trouve, on nous les vend cher. Oui, évidemment, c'est dû à la pénurie des pâturages et la flambée des prix de la nourriture. Pour les bétails, du coup, c'est normal que les prix s'élèvent les jours au lendemain. Comme elle, plusieurs autres bouchers interrogés ont confirmé cette augmentation du prix de la viande, des bétails et des chèvres. Monsieur Mohamed Daher, les bouchers du marché des PK12, nous explique un peu les pourquoi et la raison principale de la hausse des prix. La pénurie des pâturages et la sécheresse, qui est la raison principale de la hausse des prix, a-t-il dit. Et cela entraîne automatiquement un coût supplémentaire auprès de ceux qui nous approvisionnent. Selon lui, malgré cette légère hausse, il n'y a pas eu lieu de rupture d'approvisionnement, contrairement à ce qui s'est dit. Et le kilo de la viande des chèvres vaut 1200 francs aujourd'hui, contrairement à avant où on vendait les kilos à 800 francs. Madame Roda a dans son intervention souligné les points cruciaux concernant cette flambée des prix de la viande qui inquiète et dérange la population djiboutienne. Une chose est sûre, a-t-elle dit, si les viandes sont chères, c'est uniquement à cause de la sécheresse. On ne peut plus dire que les choses sont normales quand la sécheresse est presque devenue permanente dans les arrière-pays, a expliqué Roda Mahmoud. Et les éleveurs nomades vivant dans des localités les plus éloignées parcourent contre vent et marée pour nous approvisionner en chèvres, nous laisse guère les choix de négocier sur les prix des chèvres. Pour les éleveurs nomades, élever les chèvres et les vendre en milieu urbain est un moyen efficace pour lutter contre la pauvreté, quitte à les aider et les armer à faire face et à devoir affronter la sécheresse qui peut éventuellement mettre en péril leur vie et se faisant remédier aux problèmes liés à la hausse des prix de la viande qui dérange et inquiète la population djiboutienne dans toute sa totalité. Baby, sare, sare, tunafanana sare, sare, sare. Baby, mina sare, 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 tunafanana sare. Et à Segalou, l'Association pour le développement et la protection de l'environnement du lac Assal et de Segalou ont organisé la finale du tournoi de foot interlocalité hier entre les deux équipes finalistes, à savoir l'équipe de Ouéha et l'équipe de Segalou. Par la présente, député Hussein Abdelkader, le vice-président du conseil régional, le président du conseil de la solidarité et du développement de Segalou ont notamment assisté à cette finale, la finale qui a opposé l'équipe de Ouéha à l'équipe de Segalou. C'est finalement l'équipe de Ouéha qui l'a remporté sur penalty sur le score de 2-4. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. L'Union africaine appelle à renforcer le partenariat public-privé pour réaliser les ambitions de développement du continent. L'édition de cette année du Forum du secteur privé africain devrait attirer plus de 300 participants, comprenant des acteurs du secteur privé, des investisseurs provenant des 5 régions du continent, ainsi que les investisseurs de la Chine, de Turquie, des États-Unis et d'autres régions du monde. Le bloc panafricain organise le forum continental du secteur privé afin de stimuler le rôle critique que le secteur privé est censé jouer dans la transformation des économies d'Afrique et la mise en œuvre de l'agenda 2063, en particulier sa contribution à la réduction de la pauvreté par l'investissement et la création d'emplois. Et le G7 teste son utilité face aux urgences du monde. Les dirigeants du G7 ont tenté de s'accorder sur des mesures d'urgence contre le feu de forêt en Amazonie, mais aussi ce qui concerne cette annonce plus difficile sur la relance de l'économie mondiale. Ensuite, Donald Trump et Boris Johnson rejoindront Emmanuel Macron, Angela Merkel, Shinzo Abe, Giuseppe Conte, Justin Trudeau pour discuter de la sécurité mondiale
et de l'état de l'économie. Les dirigeants devraient plus facilement s'entendre pour participer, notamment financièrement, au combat engagé contre la multitude d'incendies dévastant l'Amazonie, cette forêt qui brûle et qui est donc notre bien commun selon Emmanuel Macron. Ils devraient apporter leur aide non seulement au Brésil mais aussi au Chili, dont le président Sébastien Pinera a été invité à Biarritz à déployer des moyens de lutte. Parmi les autres sujets au menu des débats, le nucléaire iranien, la lutte contre les inégalités ou le partenariat avec l'Afrique. Et pour terminer, Américains et talibans afghans reprennent les discussions à Doha. Les États-Unis et les talibans afghans ont repris leurs discussions donc à Doha pour objectif donc de trouver un accord qui permettrait le retrait des soldats américains d'Afghanistan après 18 ans de conflit. L'accord espéré devrait prévoir le retrait de plus de 13 000 soldats américains d'Afghanistan avec un calendrier à la clé. Il s'agit donc de la principale revendication des talibans qui s'engageraient en retour à ce que donc puisse plus être donc utilisé leur territoire pour les organisations terroristes. Washington espère conclure un accord de paix avec les talibans d'ici le 1er septembre avant les élections afghanes prévues le même mois et la présidentielle américaine en 2020. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.